Bonjour et bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on plonge dans les sources que vous nous avez fournies sur un sujet qui nous concerne tous, le sucre. Oui, bonjour. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, y compris ce que dit le docteur Réginald Dalouche, vous savez, son livre au titre un peu choc, Le sucre, l'ennemi public numéro 1. Exactement. On va essayer de comprendre ce qu'il en est vraiment, au-delà des gros titres. C'est ça. Démêler le vrai du faux sur l'impact réel du sucre sur notre corps, notre santé. Parfait. Alors, allons-y. Le sucre, il est partout, on le sait. Mais est-ce que c'est juste un petit plaisir ou est-ce que c'est plus grave? On entend parfois dire que c'est une drogue. Qu'en disent les documents? Alors ça, c'est un point important qui est abordé. Les textes sont clairs, d'un point de vue médical strict. Non, le sucre n'est pas classé comme une drogue. Personne ne va braquer une pharmacie pour du sucre en poudre, quoi. Voilà, exactement. Personne ne fait ça. Par contre, et c'est là où ça devient intéressant, il active très fort le circuit de la récompense dans notre cerveau. Ah, la fameuse dopamine. C'est ça, la dopamine, ce qui donne cette sensation de plaisir et cette envie d'y revenir. D'où ce côté un peu addictif, même si ce n'est pas une drogue au sens propre. Oui, on peut parler de comportement addictif. C'est lié au plaisir, parfois même ça peut être ancré dans des troubles du comportement alimentaire plus larges. Les capteurs sur la langue envoient un signal vraiment puissant au cerveau. Et il faut rappeler, les sources le disent bien, que ce sucre blanc en poudre, c'est assez nouveau sur nos tables, non? Tout à fait. C'est une production industrielle, issue de la canne ou de la betterave. Ça n'existait pas comme ça il y a quelques siècles. Donc le problème, c'est pas tant le sucre en lui-même que la quantité qu'on en consomme aujourd'hui. Exactement. C'est la surconsommation. Et surtout, la présence massive de sucre caché. On en trouve partout. Même dans les produits salés, c'est fou. Mais pourquoi? Juste pour le goût? Pas seulement. C'est un excellent conservateur, d'abord. Ça rehausse aussi les saveurs, ça masque l'acidité. Et puis, ça coûte pas cher aux industriels. D'où l'importance de lire les étiquettes, j'imagine. Absolument. Et cette surconsommation, alors, quels sont les risques mentionnés dans les documents? On pense aux caries, bien sûr. Oui, les caries, c'est le plus évident. Mais il y a aussi le surpoids, qui est souvent lié aussi à la sédentarité, faut le dire. Et puis des choses plus sérieuses comme le prédiabète. Oui, le prédiabète. Ça, c'est une phase vraiment importante parce qu'elle est réversible. Le souci, c'est qu'elle peut durer des années sans qu'on s'en rende compte, sans symptômes majeurs. Et si on ne fait rien, ça évolue vers quoi? Ça peut évoluer vers un diabète de type 2, qui lui est considéré comme irréversible. Et puis, il y a aussi la maladie dite du foie gras, NASH. La stéatose hépatique non alcoolique, d'accord. Et au centre de tout ça, il y a une neurone clé, l'insuline. Comment elle fonctionne, simplement? Alors l'insuline, elle est produite par le pancréas. On peut dire que c'est un peu comme une clé. Elle ouvre la porte des cellules pour que le sucre qui est dans le sang puisse y entrer et donner de l'énergie. D'accord. Ça, c'est son rôle principal. Oui, mais elle a aussi une autre mission, stocker l'excédent de sucre, et elle le stocke sous forme de graisse. En plus, elle a un effet qu'on dit anabolisant. Anabolisant, c'est-à-dire... Ça veut dire qu'elle favorise le stockage, la construction dans l'organisme, y compris le stockage des graisses. Donc si on a des pics d'insuline tout le temps à cause d'une alimentation trop riche en sucre... Le corps stocke. Exactement. Et à la longue, ça peut fatiguer le pancréas. C'est pour ça qu'il faut éviter ces pics répétés. Du coup, les édulcorants type aspartame, c'est une bonne solution? Qu'est-ce qu'en disent les sources? Les sources rapportent que les autorités sanitaires européennes, elles, ne les considèrent pas comme dangereux aux doses habituelles. Donc, pas de panique de ce côté-là. Mais, il y a un mais. Oui, il y a un mais. Le premier, c'est qu'ils entretiennent notre goût pour le sucré. On ne se déshabitue pas, en fait. On reste accro au goût. Voilà. Et plus inquiétant, certaines études suggèrent qu'à haute dose, il pourrait perturber notre microbiote intestinal. Nos bactéries intestinales. Oui, ces milliards de bactéries qui sont super importantes pour notre santé globale. Et cette perturbation pourrait potentiellement favoriser le prédiabète. Ironique, non? Carrément. Donc la fausse bonne idée peut-être. L'objectif serait plutôt de réduire notre dépendance générale au goût très sucré. Les sources donnent des astuces. Il y a une petite astuce simple qui est mentionnée. Quand on a une grosse envie de sucre, croquer une amande. Ça occuperait le cerveau, ça pourrait calmer l'envie. Intéressant. Un leurre en quelque sorte. Un peu, oui. Mais au-delà de ça, c'est surtout la modération globale qui est prônée. Et varier les plaisirs. Ne pas mettre le sucre au centre de tout. Se déshabituer doucement.
Et l'autre élément qui revient sans cesse dans les documents, c'est l'activité physique. Ah oui, essentiel. Au moins 150 minutes par semaine, c'est la recommandation. Et pourquoi c'est si important dans cette histoire de sucre? Pour plein de raisons. D'abord, les muscles en activité utilisent directement le sucre comme carburant. Donc, ça aide à réguler la glycémie, ça réduit le risque de diabète, évidemment. Ça aide à maintenir la masse musculaire aussi, non? Exactement. Et des muscles actifs, ça brûle plus de calories même au repos. Et puis, ça stimule aussi le système lymphatique qui aide à éliminer les déchets. Faut voir le sport plus comme un moyen de ne pas prendre de poids que d'en perdre énormément directement, en fait. C'est surtout préventif. D'accord. Donc si on essaye de résumer un peu la philosophie générale qui se dégage de tout ça, c'est pas un régime strict, mais plutôt un équilibre à trouver. C'est tout à fait ça. Une alimentation saine, routinière mais variée. Beaucoup de légumes, des bonnes protéines comme le poisson, limiter au maximum les produits ultra transformés. Qui sont souvent bourrés de sucre caché d'ailleurs. Voilà. Et puis, s'autoriser des exceptions, des plaisirs occasionnels, mais en conscience. Et bien sûr, bouger régulièrement. Ah, et attention aussi à l'alcool. Ah oui, l'alcool. Souvent oublié, mais très sucré parfois. Oui, la bière, c'est un peu du pain liquide, et certains vins, comme le rosé, peuvent être assez sucrés aussi. C'est une approche globale, en fait, durable. Donc pour conclure, ce sucre, il est bien cet ami envahissant comme le décrime le Source. Il est partout, il fait plaisir, mais l'excès est vraiment néfaste. C'est ça. La modération, la vigilance sur les étiquettes pour traquer les sucres cachés et l'activité physique régulière, ce sont nos meilleurs outils. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée. Oui, une question peut-être pour aller plus loin. Maintenant qu'on sait à quel point le sucre influence notre corps et se cache un peu partout, comment est-ce qu'on pourrait adapter consciemment, pas seulement ce qu'on mange, mais toutes nos routines, notre sommeil, la gestion du stress, nos loisirs, même nos déplacements, pour mieux gérer sa présence et son impact sur notre bien-être général? Très bonne question pour continuer la réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette analyse. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas. Un petit j'aime, un commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines explorations ici sur Confluence. À bientôt.